question du jour ce rapport aux conventions internationales de l'Organisation internationale du travail et des recommandations en matière de santé et sécurité au travail. Nous allons aller sur le site de l'Organisation internationale du travail. Nous sommes sur ce site et vous voyez que dans la partie normes internationales du travail, nous avons accédé aux conventions, protocoles et recommandations. Alors, il faut savoir que c'est des instruments juridiques qui sont élaborés par les membres de l'Organisation internationale du travail, c'est-à-dire les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs à l'échelle internationale. Ils définissent les principes et les droits minimaux au travail. Il s'agit soit de conventions ou de protocoles, qui sont des traités internationaux juridiquement contraignants, qui peuvent être ratifiés par les États membres, ou bien des recommandations qui servent de principes directeurs et qui ont un caractère non contraignant. En général, les conventions énoncent les principes fondamentaux. Les recommandations correspondantes complètent la convention en proposant des principes directeurs plus précis sur la façon dont cette convention pourrait être appliquée. Les normes internationales du travail sont élaborées par les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs et adoptées lors de la conférence internationale du travail de cette organisation. Une fois les normes adoptées par les États membres de l'OIT, ceux-ci doivent, conformément à l'article 19 de la Constitution de l'OIT, les soumettre dans un délai de 12 mois à l'autorité nationale compétente, c'est-à-dire les pays qui ratifient ces conventions doivent les présenter au Parlement. Dans le cas des conventions, cela signifie qu'elles seront examinées en vue de leur ratification. Donc, pour résumer, ces conventions ne sont ratifiées que lorsqu'elles sont approuvées par les parlements ou les assemblées représentatives, selon les constitutions des différents pays. Si un pays décide de ratifier une convention, elle va entrer généralement en vigueur pour ce pays un an après la date de la ratification. Les pays qui ont ratifié cette convention s'engagent à appliquer en droit et en pratique et à faire un rapport sur son application à intervalles réguliers. Une assistance technique est fournie par le BIT, le Bureau international du travail, en cas de nécessité. En outre, il faut savoir que des procédures de réclamation et de plainte peuvent être engagées contre un État qui n'aurait pas respecté les dispositions d'une convention qu'il a ratifiée. Voilà pour ce qui est de considérations générales sur les conventions et les recommandations. Voyons maintenant les conventions qui correspondent au domaine de la santé et sécurité au travail. Et pour commencer, nous allons voir dans cette page, toujours sur le site de l'OIT, la liste des pays qui ont ratifié ces conventions. Ici, nous avons les pays dans cette colonne, puis les différentes conventions les plus importantes que l'OIT dénomme conventions fondamentales. C'est les conventions sur la liberté syndicale, sur le travail forcé, la discrimination, le travail des enfants et la sécurité et santé au travail. Que ici, nous avons les codes de ces conventions, le total des pays qui ont ratifié ces conventions et enfin les pays qui sont listés un par un. Nous voyons ici par exemple que seuls 80 pays à ce jour ont ratifié la convention 155 et 61 pays la convention 187 sur la sécurité et santé au travail. Nous allons y revenir et les présenter l'une après l'autre. L'Afrique du Sud a par exemple ratifié la convention 155 en 2003, l'Algérie la convention 155 en 2006, puis nous avons les pays les uns après les autres. J'ai choisi certains pays d'Afrique. Le Burkina Faso par exemple a ratifié la convention 187 en 2016, le Congo la convention 155 en 2023, la Côte d'Ivoire a ratifié les deux conventions, entre autres donc la Guinée quant à elle a ratifié la convention 187 en 2017, le Mali a ratifié la convention 155 en 2016, le Maroc la convention 187 en 2019, la Mauritanie aucune des deux conventions, le Niger a ratifié les deux conventions ainsi que le Nigeria, la République démocratique du Congo n'en a ratifié aucune des deux. La Tunisie a ratifié la convention 187 en 2021. Voilà un exemple. Et pour la plupart des conventions, nous remarquons que la plupart des pays qui ont ratifié la convention 187, qui sont au nombre de 61, sont les pays d'Europe. Les États-Unis, quant à eux,
n'ont ratifié aucune des deux conventions. Voyons maintenant la Convention 155 un peu plus en détail. La Convention 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs a été adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation internationale du travail en 1980. Elle comprend 30 articles. Nous voyons ici les différentes parties. Nous avons le préambule. La partie 1 concerne le champ d'application et les définitions. La partie 2 est réservée aux principes d'une politique nationale. La partie 3 est réservée aux actions au niveau national. La partie 4 aux actions au niveau de l'entreprise. Puis, nous avons la partie 5 avec les dispositions finales. Revoyons un peu plus précisément chacune de ces parties. Voyons la partie 1, champ d'application et définition. Dans l'article 1, les membres qui ratifient la Convention peuvent exclure de son application soit en partie, soit en totalité des branches particulières d'activité économique, par exemple la navigation maritime, la pêche ou autre, lorsque cette application soulève des problèmes spécifiques qui revêtent une certaine importance. Bien sûr, les membres doivent décrire les mesures précises pour assurer une protection suffisante des travailleurs dans les branches qui sont exclues. L'article 2 donne les raisons de cette exclusion. Et là, nous voyons qu'il y a un premier rapport sur l'application qui doit être fourni par le pays qui a ratifié cette convention. L'article 3 explique ce qui est entendu par branche d'activité économique. Une branche d'activité économique couvre toutes les branches où des travailleurs sont employés, y compris la fonction publique. Le terme travailleur s'applique à toutes les personnes employées, y compris les agents publics de l'administration. Le lieu de travail, quant à lui, vise tous les endroits où les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail, et qui sont placés sous le contrôle direct ou indirect de l'employeur. Le terme prescription, quant à lui, vise toutes les dispositions auxquelles l'autorité ou les autorités compétentes ont conféré force. Le terme santé en relation avec le travail ne vise pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, il inclut les éléments physiques et mentaux qui affectent la santé directement liée à la sécurité et à l'hygiène du travail. Dans la partie 2, pour les principes d'une politique nationale, dans l'article 4, tout membre qui a ratifié cette convention doit formuler une politique nationale qui est cohérente en matière de santé et sécurité au travail et bien sûr en collaboration avec les autres parties prenantes. Cette politique aura pour objet de prévenir les accidents et les atteintes de la santé qui résultent du travail. Quant à l'article 5, détaille le contenu et les grandes sphères d'action de cette politique en milieu de travail. Elle doit avoir trait à la conception, l'essai, le choix, le remplacement, l'installation, l'aménagement et l'utilisation, ainsi que l'entretien des composantes matérielles du travail. Cela peut être donc le lieu de travail, le milieu de travail, les outils, les machines et matériels, les substances et agents chimiques, physiques, biologiques, ainsi que les procédés du travail. Dans cette politique doit être abordé aussi les liens qui existent entre les composantes matérielles, ainsi que leur adaptation aux capacités physiques et mentales des travailleurs. La politique doit s'intéresser aussi à la formation des salariés, à la communication et à la coopération, ainsi que la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toute mesure disciplinaire consécutive à des actions dans le domaine de la santé et sécurité au travail, conformément à cette politique. L'article 6 précise que la politique doit expliquer les fonctions et les responsabilités respectives en matière de sécurité du travail pour les travailleurs, pour les pouvoirs publics, les employeurs et autres personnes intéressées. Dans l'article 7, la situation en matière de sécurité et de santé au travail doit faire l'objet, dans des intervalles appropriés, d'un examen d'ensemble porte sur des secteurs particuliers en vue d'identifier les grands problèmes et de dégager des moyens efficaces de les résoudre. Pour les actions au niveau national, tout membre devra par voie législative ou réglementaire ou par toute autre méthode préciser les mesures à prendre. Dans l'article 9, il doit y avoir un contrôle de l'application de ces mesures et des lois par une inspection appropriée et suffisante, et il doit y avoir un système de contrôle et il faudra prévoir des sanctions appropriées en cas d'infraction. L'article 10 précise que des mesures doivent être prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs. Dans l'article 11, les autorités compétentes devront assurer les fonctions suivantes: déterminer la nature et les degrés de risque, les conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises, leur mise en exploitation, les transformations importantes qui devront être apportées, la détermination des procédés de travail, la détermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation, la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'exécution d'enquêtes lorsqu'un accident
du travail ou une maladie professionnelle survient, et la publication annuelle d'informations sur tous ces aspects, et bien sûr l'introduction ou le développement de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. L'article 12 précise que dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les machines, les matériaux, les substances en question ne doivent présenter aucun danger pour la sécurité et la santé des travailleurs. Ils doivent fournir des informations sur ces installations et qu'il doit y avoir des études et des recherches ou une surveillance de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques pour s'acquitter de leurs obligations. L'article 13 précise qu'un travailleur qui s'est retiré pour un péril imminent grave devra être protégé. L'article 14 recommande que des programmes d'éducation et de formation à tous les niveaux doivent être réalisés. Quant à l'article 15, il précise qu'il doit y avoir une coordination entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de l'application. Et il doit y avoir institution d'un organe central. Pour la partie 4, au niveau de l'entreprise, les employeurs sont tenus donc de vérifier que le travail et le lieu de travail ne présentent pas de risque, que les agents et les substances chimiques, physiques et biologiques ne présentent pas de risque pour la santé, et ils sont tenus de fournir des vêtements de protection et des équipements de protection. Dans l'article 17, chaque fois que plusieurs entreprises interviennent sur un même lieu de travail, il doit y avoir une collaboration. Il s'agit essentiellement donc de la coordination avec les entreprises sous-traitantes. L'article 18 a lui trait aux situations d'urgence qui doivent être préparées ainsi que les premiers secours. L'article 19 précise qu'au niveau de l'entreprise, que les travailleurs dans le cadre de leur travail doivent coopérer à l'accomplissement des obligations, que les représentants des travailleurs doivent coopérer avec l'employeur, qu'ils doivent recevoir une information suffisante, une information appropriée, qu'ils doivent être habilités, qu'ils doivent être consultés et qu'ils peuvent faire appel à des conseillers techniques, et que le travailleur doit signaler immédiatement à son supérieur tout ce qui peut être un péril imminent et grave. Enfin, l'article 20 insiste sur la coopération des employeurs et des travailleurs en matière d'organisation et dans d'autres domaines. Les mesures d'hygiène et de sécurité ne doivent entraîner aucune dépense pour les travailleurs. Et enfin, vous avez les dispositions finales habituelles que donc, concernent la ratification qui doit être enregistrée, l'entrée en vigueur 12 mois après donc, la ratification. Si un membre doit dénoncer cette convention, il doit le faire à l'expiration d'une période de 10 ans, donc il ne peut pas la faire avant 10 années puisqu'il a ratifié. Enfin, lorsqu'il y a une dénonciation, celle-ci doit être enregistrée. La dénonciation, ça veut dire qu'un membre veut se retirer de cette ratification, de cette convention. Et puis, le directeur du BIT a communiqué au secrétaire général des Nations Unies pour enregistrer donc tous les éléments concernant ces aspects, et il doit y avoir un rapport sur l'application de la présente convention lors des assemblées générales de l'OIT. Et donc, bien sûr, si un membre a signé une convention, même si il y a une nouvelle convention, cette convention reste en vigueur, même s'il ne ratifie pas la révision de la convention. Voyons maintenant la recommandation qui correspond à cette convention et qui précise plusieurs aspects. Il s'agit de la recommandation 164, qui a été promulguée en 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs. Il y a un préambule, un champ d'application, les domaines techniques d'action, les actions au niveau national, au niveau de l'entreprise. Nous avons aussi les annexes. Dans le champ d'application, il est rappelé les mêmes missions que nous avons vu dans la Convention. Pour le domaine technique d'application, qui est important à souligner ici, c'est que dans le paragraphe 3, c'est la suppression des risques à leur source. Et en particulier dans le domaine de l'entretien, la réparation et la transformation des lieux de travail, l'éclairage, la ventilation, l'ordre et la propreté des lieux de travail, la température, l'humidité et le mouvement de l'air, la conception, la construction, l'utilisation, l'entretien et l'essai et l'inspection des machines, la prévention de tout stress physique ou mental, c'est important, la manutention, le gerbage et l'entreposage des charges et des matériaux, l'utilisation de l'électricité, la fabrication, l'emballage, l'étiquetage, le transport, l'entreposage, l'utilisation des substances ou d'agents dangereux, ainsi que l'évacuation de leurs déchets, la protection contre les rayonnements ionisants, et les rayonnements en général, la prévention des risques professionnels dus au bruit et aux vibrations, la surveillance de l'atmosphère des lieux de travail, la prévention et la limitation des risques dus aux forts écarts barométriques, donc c'est les milieux hyperbares, la plongée sous-marine ou bien les voyages dans l'espace.
La prévention des incendies et des explosions et les mesures prendre en cas d'incendie ou d'explosion. La conception, la fabrication, la fourniture, l'utilisation, l'entretien et l'essai d'équipements de protection individuels et de vêtements de protection, les installations sanitaires, les salles d'eau, les vestiaires, la fourniture d'eau potable et de toute autre installation analogue rapport à la sécurité et à la santé des travailleurs. Les premiers soins, l'établissement de plans d'action en cas d'urgence et la surveillance de la santé au travail. Que les aspects sont un peu plus précis dans la recommandation. Au niveau national, ce qui est préconisé dans le paragraphe 4, c'est d'édicter ou d'approuver des prescriptions de recueil, de directives pratiques ou d'autres dispositions et qui doivent être diffusées, de procéder à un examen des dispositions législatives réguliers, de faire des études et recherches pour identifier les risques et trouver les moyens efficace d'y parer, de fournir aux employeurs et aux travailleurs des informations et des conseils, de prévenir les catastrophes, de coordonner et de rendre cohérentes les actions, d'assurer une bonne liaison avec le système international d'alerte pour la sécurité et la santé des travailleurs, de prévoir des mesures pour les travailleurs handicapés, le système d'inspection qui doit être mis en place. Dans le paragraphe 6, de mettre en place une politique concernant les conditions de travail et la promotion des mesures conformes à cette politique. Le paragraphe 7 va concerner l'application des articles 4 et 7 de la Convention, entre la coordination et l'exercice des fonctions qui incombent à l'autorité, la coordination des activités déployées en matière de sécurité et de santé dans le milieu de travail, à l'échelle nationale, régionale ou locale, la promotion des échanges de vues, d'informations et d'expériences au niveau national ou dans le cadre d'une industrie ou d'une branche d'activité, la coopération étroite entre les pouvoirs publics et les pouvoirs représentatifs d'employeurs et aussi l'intérêt à apporter aux travailleurs les plus vulnérables, par exemple les handicapés. Au niveau de l'entreprise, les employeurs doivent fournir des lieux de travail, des machines, des matériels, utiliser des méthodes de travail qui soient saines, dans la mesure du possible, des instructions et assurer la formation, de surveiller les travaux effectués, de prendre en fonction de la taille de l'entreprise des mesures d'organisation en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs au milieu de travail, de fournir sans frais pour les travailleurs les vêtements de protection et les équipements de protection individuels, de s'assurer que l'organisation du travail, la durée du travail et l'aménagement des postes ne portent pas préjudice à la sécurité et à la santé des travailleurs, de prendre toutes les mesures pour éviter et éliminer donc une fatigue physique ou mentale exagérée et d'entreprendre des études et des recherches pour se tenir au courant de l'évolution des connaissances scientifiques. Chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, il est rappelé ici la nécessité de collaborer, de coordonner, de faire un plan commun de prévention des risques professionnels, désigner dans la pratique des délégués des travailleurs à la sécurité, des comités de sécurité d'hygiène, des comités conjoints de sécurité et d'hygiène entre les entreprises. Les délégués doivent recevoir une information suffisante, être consultés pour des nouvelles mesures importantes, consultés sur tous les changements pour les procédés du travail, l'organisation, etc. Protégés contre le congédiement ou autres mesures lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur sécurité d'hygiène, en tant que représentants des travailleurs. Contribuer au processus de prise de décision en ce qui concerne les questions de sécurité et de santé, accéder à l'intégralité des lieux de travail, avoir la liberté de prendre contact avec les inspecteurs du travail, être en mesure de contribuer aux négociations dans l'entreprise, disposer d'un temps rémunéré raisonnable pour exercer leurs fonctions dans le domaine de la santé et sécurité au travail et pour leur formation, avoir recours à des spécialistes pour les conseils. Lorsque la taille de l'entreprise le permet, la mise à disposition d'un service de médecine du travail et d'un service de sécurité, le recours à des spécialistes pour des conseils portant sur les problèmes particuliers. Les employeurs devraient être tenus dans certains cas particuliers de formuler la politique et les dispositions qu'ils auront à adopter dans le domaine de la sécurité. Les employeurs doivent être tenus de contrôler les normes pertinentes de sécurité et d'hygiène qui s'appliquent dans leur domaine. Ils doivent enregistrer ces données. Les travailleurs doivent prendre un soin raisonnable de leur propre sécurité, se conformer aux instructions, utiliser correctement les dispositifs de sécurité, signaler immédiatement à leurs supérieurs toutes les situations à risque, signaler tout accident et surtout, ils ne doivent subir aucune mesure préjudiciable quant à leur activité, leur plainte, etc. Alors ici, dans ce chapitre, nous avons des relations avec les conventions et recommandations internationales qui existent déjà à l'heure de l'adoption de cette convention sur la santé et sécurité au travail. Voilà la liste, que ce soit les conventions ou les recommandations, qui ont rapport à l'hygiène et la sécurité au milieu de travail. J'ai souligné la convention qui a été adoptée en 1921 sur l'utilisation de la cellulose dans les peintures, un dérivé du plomb, entraînait beaucoup d'intoxication
au plan. En 1929, c'était l'indication du poids sur les colis transportés. 37, la prescription de sécurité pour les bâtiments, avec bien sûr sa recommandation. En 46, c'est l'examen médical des gens de mer, l'examen médical des enfants et des adolescents qui travaillent dans l'industrie, avec sa recommandation. En 47 a été adoptée la Convention 81 sur l'inspection du travail avec ses recommandations. En 49, c'est la Convention sur les logements des équipages qui a été révisée. En 53, une recommandation sur la protection de la santé de travail. En 58, c'est les pharmacies de bord et les consultations médicales en mer. En 59, c'est l'examen médical des pêcheurs avec le service de médecine du travail. En 60, c'est la protection contre les radiations. En 1963, c'est la protection des machines. En 64, c'est l'hygiène dans les commerces et bureaux avec les prestations en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles. En 65, a été adoptée la Convention 124 sur l'examen médical des adolescents dans les travaux souterrains. En 67, la Convention 127 sur le poids maximum. En 1969, c'est la Convention sur les inspections du travail. En 70, c'est des dispositifs complémentaires pour la Convention sur le logement des équipages. En 71, c'est la Convention sur le benzène. En 1974, il y a une convention qui a été adoptée sur les cancers professionnels. En 1977, c'est la Convention sur le milieu de travail, pollution de l'air, bruit et vibrations. Et en 1979, c'est la Convention 152, c'est la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires. Toutes ces conventions peuvent être consultées. Voilà, nous avons vu ensemble la recommandation. Vous voyez que c'est une recommandation qui est plus technique. Maintenant, nous allons voir la convention 187 qui, elle, s'intéresse à des aspects un peu plus particuliers. Voilà, la convention donc 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, elle a été adoptée en 2006. Et vous voyez qu'il y a à peu près 14 articles. On va s'intéresser au cadre qui va permettre la promotion de la convention précédente sur la sécurité et la santé au travail. Et elle développe d'autres aspects que nous allons voir ensemble. Il y a un préambule, des définitions, l'objectif, un chapitre particulier sur la politique et un chapitre particulier sur le système national. Et puis le programme national de santé et sécurité au travail avec les dispositions finales. Vous voyez tout de suite que cette convention ne fait que compléter et avance beaucoup sur l'opérationnalisation de la convention précédente. Dans la première partie, les définitions, l'expression politique nationale désigne la politique nationale relative à la sécurité et à la santé au travail et au milieu de travail, tel que défini dans la Convention numéro 155, à l'article 4, nous avons vu précédemment. L'expression système national de sécurité et de santé au travail, ou système national, désigne l'infrastructure qui constitue le cadre principal pour la mise en œuvre de la politique nationale et des programmes nationaux de sécurité et de santé au travail. L'expression programme national de sécurité et de santé au travail ou programme national désigne tout programme national qui inclut des objectifs à réaliser selon un calendrier prédéterminé, des priorités et des moyens d'action établis en vue d'améliorer la sécurité et la santé au travail ainsi que des moyens permettant d'évaluer les problèmes. Et l'expression culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé désigne une culture où le droit à un milieu de travail sûr et salubre est respecté à tous les niveaux, où le gouvernement, les employeurs et les travailleurs s'emploient activement à assurer un milieu de travail sûr et salubre au moyen d'un système de droits, de responsabilités et d'obligations définies, où le principe de prévention se voit accorder la plus haute priorité. Ce chapitre est consacré à l'objectif de cette convention. Tout membre qui ratifie la présente convention doit promouvoir l'amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail. Et tout membre doit prendre des mesures actives en vue de réaliser progressivement un milieu de travail sûr et salubre au moyen d'un système national et de programmes nationaux de sécurité et de santé au travail. Tout membre doit considérer périodiquement quelles mesures pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l'OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La politique nationale, tout membre doit promouvoir une politique nationale, tout membre doit promouvoir et faire progresser à tous les niveaux concernés les droits des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. Et lors de l'élaboration de cette politique nationale,
Tout membre doit promouvoir, à la lumière des conditions et de la pratique nationale et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, des principes de base. Quels sont ces principes de base? Évaluer les risques ou les dangers imputables au travail, combattre à la source les risques ou les dangers imputables au travail et développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé qui comprennent l'information, la consultation et la formation. Le système national de sécurité et de santé au travail doit inclure la législation, les accords collectifs ainsi que tous les autres instruments pertinents, une autorité ou un organisme responsable de la santé et sécurité au travail, des mécanismes qui vont permettre la mise en place d'un système d'inspection et d'application de la législation, des mesures pour promouvoir au niveau d'établissement la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. Le système national de sécurité et de santé au travail doit inclure un organe tripartite consultatif national, des services d'information et des services consultatifs, l'offre d'une formation en matière de santé et de sécurité au travail, des services de santé au travail conformément à la législation, la recherche en matière de sécurité et de santé au travail, un mécanisme de collecte et d'analyse des données sur les lésions et les maladies professionnelles, des dispositions en vue d'une collaboration avec les régimes d'assurance ou de sécurité sociale et des mécanismes de soutien pour l'amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l'économie informelle. Le chapitre 5 de cette convention, dans son article 5, insiste sur la mise en œuvre, le contrôle, l'évaluation et le réexamen périodique d'un programme national. Ce programme doit promouvoir la culture de prévention nationale, contribuer à la protection en éliminant ou en réduisant au minimum les facteurs de risque, être élaboré et réexaminé sur la base d'une analyse de la situation nationale en matière de la sécurité et de santé au travail, comporter des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès, être soutenu si possible par d'autres programmes et plans nationaux complémentaires, et il doit être largement diffusé et appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales. Et puis bien sûr, nous avons, comme dans toutes les conventions, une disposition finale. Cette convention ne porte révision d'aucune convention ou recommandation, et particulièrement pas de la convention numéro 555. Les ratifications formelles sont communiquées au Bureau international du travail pour enregistrement. Elle entre en vigueur 12 mois après que les ratifications de 2 membres ont été enregistrées. Elle ne peut être dénoncée qu'à l'expiration d'une période de 10 années. Pendant cette période, si elle n'est pas dénoncée, une autre période de 10 années est rajoutée à la précédente période. Le directeur général du Bureau international du travail notifie à tous les membres donc les dénonciations. Et puis un rapport doit être remis au secrétaire général des Nations Unies. Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le conseil d'administration décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la conférence la question de sa révision. Et même en cas de révision, la non-ratification de la révision n'élimine pas le respect de la convention précédente. Voilà, nous avons fait un rapide survol sur ces conventions sur la santé et sécurité au travail. Et ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que la convention 155 est une convention cadre. Il y a la recommandation qui va avec et qui est plus technique. La convention 187, quant à elle, est plus opérationnelle et impose de mettre en place une politique, des programmes nationaux, un suivi pour l'application et la promotion de la santé et sécurité au travail. Je vous remercie pour votre attention.